Voilà, bonjour à tous et à toutes. C'est un grand plaisir, un grand honneur pour moi d'introduire Rajagopal qui va s'adresser à vous. Rajagopal est né avec l'indépendance de l'Inde en 1948. Il a fondé, il y a maintenant 25 ans, Ekta Parishad, qui est une organisation qui se bat pour l'accès des paysans à la terre en Inde. Et il est considéré en Inde comme un véritable héritier de Gandhi, prônant la désobéissance civile, la non-violence active, plutôt que le silence ou la non-violence passive. Et il a réussi, à travers des marches tout à fait impressionnantes qu'il a organisées en 2007, en 2012, à mobiliser derrière son combat la population indienne et à faire comprendre au gouvernement qu'il devait reculer sur certains dossiers très importants qui concernent notamment l'accès aux ressources. Il a mobilisé en 2012 50 000 personnes derrière une marche qu'il a organisée sur cette question. Il projette pour 2020 une mobilisation mondiale dont peut-être, j'espère, il nous parlera. Rajagopal est une grande source d'inspiration pour beaucoup d'entre nous. C'est quelqu'un que j'ai eu le plaisir de fréquenter souvent et nous étions encore hier à la tricoterie pour un débat ensemble qui n'était pas un vrai débat, c'était une conférence commune, tant notre convergence de vues était réelle. Je voudrais terminer pour l'introduire en citant quelques mots d'Isabelle Cassirs qui écrivait ceci. En parlant de Rajagopal, elle disait « Sa résistance nous concerne directement car Rajagopal se fait le porte-parole, non violent, des conséquences souvent involontaires et pourtant dramatiques de nos comportements de consommation et d'épargne dans un monde globalisé conduit par la quête du profit. » Et Isabelle Cassirs soulignait aussi sa personnalité joyeuse et généreuse, illuminée par une spiritualité profonde qui le distingue d'autres militants vindicatifs et désespérants. Rajagopal, je vous invite à prendre la parole et je vous remercie d'être parmi nous. Good morning. Bonjour. If I have an option, I will never speak after Martin. Si j'avais eu le choix, je n'aurais pas pris la parole après Martine. Mais bon, on ne m'a pas laissé le choix, donc je vais m'exécuter et je vais prendre la parole immédiatement après Martine. En fait, le programme que l'on m'a demandé de suivre consiste à expliquer quel est l'agenda des pauvres et de l'envisager du point de vue de la durabilité. Donc je vais essayer de le faire du point de vue d'un militant, d'accord? Je voyage de village en village, j'organise des programmes de formation pour les jeunes. Et donc, je me dis qu'il y a certains... ils me parlent de leurs problèmes en tamil, et donc je me suis dit que je devais être le porte-parole de ces messages. Et voir si vous pouviez reprendre ces problématiques dans vos propres débats. Donc c'est un point de vue de militant que je vous propose. Et on va voir ce que cela donne. En fait, vous savez que l'Inde a accédé à son indépendance et les dirigeants de l'Inde ont demandé au Mahatma Gandhi à ce moment-là qu'est-ce que l'on fait parce qu'il y a un problème énorme en Inde qui est le problème de la pauvreté. C'est un problème complexe. Comment allons-nous le résoudre? Et Gandhi a répondu de manière très simple. Il a dit, quand vous envisagez de mener une action, lorsque vous songez à une action, pensez aux plus pauvres et aux gens les plus vulnérables que vous ayez rencontrés dans votre vie. Et essayez de songer à ces gens les plus pauvres et les plus vulnérables que vous avez rencontrés dans votre vie et voyez si la mesure que vous envisagez de prendre, l'action que vous envisagez de mener, va émanciper cette personne ou pas. C'est très intéressant.
C'est ce qu'on appelle le talisman de Gandhi. Ce talisman de Gandhi dit que la décision doit être prise du point de vue de l'impact que cette décision va avoir sur l'émancipation ou non des plus pauvres et des plus vulnérables de la société. Et donc, si vous utilisez ce point de repère, cette aune aujourd'hui, vous verrez que la plupart des décisions qui sont prises vont à l'encontre des plus pauvres et des plus vulnérables et des plus faibles. Donc, quand on parle de l'agenda des plus pauvres, des plus faibles, il faut voir comment les décisions se prennent. Dans leur propre intérêt, la plupart des gens prennent des décisions. Et Gandhi voulait essentiellement nous amener à penser aux plus pauvres, et même lui-même a vécu comme un pauvre, il s'est débarrassé des vêtements, vous connaissez cette histoire, parce qu'il voulait libérer les pauvres des problèmes qu'ils rencontrent. Et vous ne pouvez pas vous les imaginer, parce que vous n'avez pas vous-même vécu cette vie de pauvreté, c'est une expérience. Et donc, vous savez, ma maison devait être la dernière électrifiée en Inde, a dit Gandhi au moment où l'électrification a commencé. Il a dit, je n'accepterai qu'il y ait l'électricité dans ma maison qu'à partir du moment où l'électricité sera partout en Inde. Et donc, il a dit, tant qu'il y en aura un en Inde qui n'aura pas l'électricité, il n'y a pas de raison que moi-même j'ai l'électricité. C'est une sorte de modèle de leadership que nous propose Gandhi, qui respecte les pauvres. En fait, les pauvres ne cessent de demander comment se fait-il que les dirigeants ne comprennent pas nos souffrances. Pourquoi y a-t-il ce fossé? Alors, c'est une chose que d'avoir cette clarté conceptuelle, c'est une autre chose que d'avoir un leadership qui accepte la réalité et qui essaye d'agir et de penser dans l'intérêt des plus pauvres. Gandhi a également déclaré « La civilisation, c'est de savoir dans quelle mesure on est en mesure de gérer la contradiction entre le discours et la pratique. » Par monde civilisé, il ne voulait pas dire un monde plein de grands bâtiments ou de voitures. Il voulait parler d'un monde où les gens civilisés sont des gens qui sont capables de gérer la contradiction entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Et de ce point de vue, on comprend ce que Martin a dit. En fait, à l'écouter, je me rendais compte de la grande contradiction dans laquelle on vit. Chaque jour, on nous parle de réchauffement mondial, de changement climatique, conférence après conférence, on essaye d'aborder ce problème de changement climatique et de réchauffement mondial, mais on ne change pas les comportements. On continue de se comporter comme avant, on continue de consommer comme avant, mais on se préoccupe du changement climatique. Et donc Gandhi était tout à fait conscient de cette contradiction dans laquelle vit le monde civilisé, enfin ce qu'on appelle le monde civilisé. Donc d'un point de vue d'un pauvre, le défi aujourd'hui c'est de voir si on peut gérer cette contradiction, si on peut la réduire, si on peut la résorber de manière qu'il n'y ait plus ce fossé entre ce que l'on dit et ce que l'on fait et que l'un aille avec l'autre. Quelles sont les problématiques qui sont soulevées par les gens de terrain? Un des agendas les plus importants, c'est celui de redéfinir la pauvreté. C'est ce dont on a discuté hier. Notre notion de pauvreté et la notion de la pauvreté telle qu'elle est vécue par les gens est très différente. Si vous essayez de redéfinir, les gens pauvres pensent qu'ils sont pauvres d'un point de vue monétaire, mais qu'ils sont très riches, au contraire, du point de vue de la vie sociale, culturelle, spirituelle. Pourquoi ne faut-il envisager la pauvreté que d'un point de vue monétaire, uniquement? Pourquoi ne considérons-nous pas ces gens également comme riches, comme des gens riches sur le point de vue social, culturel, spirituel?
Voilà une des plaintes qu'ils ont. Et ils disent, ça fait partie de notre richesse, ça fait partie de notre beauté. Et à l'inverse, il y a des personnes qui sont financièrement riches, mais qui sont spirituellement, socialement et culturellement très pauvres. Donc, on ne peut pas uniquement définir la pauvreté que sous l'angle purement financier, monétaire. Donc, la question soulevée par ces gens, c'est de savoir pourquoi on essaye uniquement de faire régler la question de la pauvreté uniquement par ce qu'on appelle les riches. En fait, nous aimerions que vous appréciez notre richesse et nous voudrions travailler avec ceux qu'on appelle les riches pour essayer de régler leurs problèmes de pauvreté. Et c'est un immense défi. C'est un immense défi. Et si on ne commence pas par traiter les choses sous cet angle, la pauvreté des soi-disant riches crée une pauvreté économique pour des millions de gens. Parce qu'ils ne sont pas riches socialement, culturellement, spirituellement. Ils se comportent de la manière dont ils ont l'habitude de se comporter et ils créent la pauvreté économique de millions de gens. Donc il faudrait qu'on ne travaille pas uniquement avec les groupes économiquement pauvres, mais travailler également avec les groupes qui sont spirituellement, culturellement pauvres, pour essayer de régler leurs problèmes de pauvreté, pour essayer de les faire sortir de leur pauvreté. Donc c'est une notion intéressante, et moi j'aime beaucoup entendre ces gens tenir ce message, et je le répète à chaque réunion à laquelle j'assiste. Le deuxième point qui est soulevé par les personnes, et à nouveau je me place sous l'angle des pauvres, il soulève la question de la déconnexion qui est créée par les institutions éducatives, les universités, les facultés. En fait, ils ne disent pas en ces termes, mais ils continuent de demander pourquoi les gens formés, éduqués sont si brutaux, si insensibles. Ils posent une question d'ailleurs très simple. Alors il faut essayer de comprendre. Je sais d'ailleurs que c'est un problème immense au niveau mondial, cette déconnexion qui se crée au travers des institutions éducatives avec des gros cerveaux mais de petits cœurs. Des gens qui, sur le plan intellectuel, sont magnifiques, mais qui ont un niveau émotionnel proche du zéro. La pauvreté, la misère peut les entourer, et ils s'en fichent. Ils continuent de vivre dans leur tour d'ivoire intellectuel. Et ça préoccupe les pauvres. Comment ça se fait, me disent-ils? Comment c'est possible de ce côté-là du monde, de l'autre côté du monde? L'autre côté du monde, c'est celui des riches. Comment se dit que ces riches soient si insensibles? Je pense qu'il est temps de soulever cette question parce qu'ils pensent que la plupart de leurs problèmes découlent de cette situation. Ce sont les gens qui sont éduqués, qui sont en position de force, en position de pouvoir dans toutes les institutions, qui dirigent la Banque mondiale, l'OMC, le FMI, qui dirigent les gouvernements, la bureaucratie. Ce sont des gens qualifiés, éduqués, qui occupent les sièges de pouvoir et qui se comportent d'une façon qui crée la misère et la pauvreté pour des millions. Alors, je n'ai pas besoin de vous expliquer, vous comprenez. C'est le type de décisions qui sont prises par ces gens très intelligents, qui créent des problèmes au bas de l'échelle. Et voilà une des questions qui est soulevée par les gens pauvres du monde. Et ce ne sont pas seulement les pauvres d'Inde qui soulèvent la question. Si je vais en Colombie, si je vais en Sénégal, les questions sont les mêmes. La troisième question qu'ils posent est la suivante. Pourquoi ne sommes-nous pas en capacité de comprendre leurs problèmes? Un de mes amis va vous donner un exemple. Martin a parlé
de ces fours qui n'émettent pas de fumée. En fait, un jour, je suis allé dans un village, et enfin, il y a une personne qui est venue dans un village un jour qui leur a dit « Vous avez besoin de fours qui n'émettent pas de fumée, parce qu'il faut réduire les fumées. Les fumées, c'est pas bon. Donc, il faut changer de chula. Chula, ça veut dire un four. » Et c'était un ingénieur, il est venu tenir un magnifique discours sur les raisons pour lesquelles un four sans fumée était bien meilleur qu'un four à charbon ou un four à bois qui produit pas mal de fumée. Et au bout de son exposé, il y a une dame qui s'est levée et qui lui a dit « Écoutez, monsieur, vous savez, moi j'ai un four qui n'émet pas de fumée chez moi. » Et l'ingénieur n'y croyait pas. Il lui a demandé, il pensait qu'il était le premier à amener cette idée d'un four sans fumée dans le village. Et il disait, mais comment se fait-il que cette femme, elle ait un four sans fumée chez elle? Et alors, elle a posé une deuxième question. Elle a dit, vous savez pourquoi il y a de la fumée? Eh bien, c'est normal, quand vous cuisinez vos aliments, vous brûlez et donc il y a des dégagements de fumée. Et elle a dit, mais vous savez, moi, j'ai pas besoin de cuisiner, donc j'ai pas de fumée. Et alors, c'était vraiment révélateur pour l'ingénieur. Il a dit, ah, en fait, finalement, j'essayais d'amener une certaine connaissance dans le village, et finalement, toute ma connaissance, elle a été battue en brèche par cette femme qui a dit, vous savez, moi, j'ai rien à cuire, j'ai rien à cuisiner. Et donc, les gens pauvres me disent, mais comment est-il si difficile pour vous de comprendre nos problèmes? Il y a un nombre incalculable de questions que je pourrais vous transmettre, mais je ne veux pas épuiser votre temps. Je voudrais simplement dire que, à moins d'aborder ces problèmes, bon, évidemment, on ne peut pas résoudre tous les problèmes. C'est d'ailleurs un défi pour nous, ce n'est pas un défi pour les plus pauvres de la société. C'est à nous de nous sensibiliser et de changer nos mentalités pour aborder ces questions. Comme vous savez, la majorité des gens dans le monde, la majorité des pauvres, vivent autour de la terre et de ressources naturelles. Et au nom du développement, nous avons accaparé toutes ces ressources. Quel est ce modèle de développement qui crée tant de pauvreté en accaparant les ressources et en privant les gens de leur propre emploi? Les pauvres ne comprennent pas pourquoi on accapare leurs ressources. Ils ne demandent rien à ces gens. Ils disent, on ne demande rien, on ne vous demande pas de voiture, on ne vous demande pas de grands bâtiments. Tout ce qu'on vous demande, c'est de nous laisser ce que nous avons. Dieu nous a donné la terre et des ressources. Pourquoi vous accaparez-vous ces ressources au nom du développement? Quel genre de développement allez-vous mettre en place en nous mettant nous-mêmes au chômage? Ils sont également très conscients des flux migratoires très importants auxquels ils sont contraints. Quand vous accaparez les ressources, la terre des gens, ils n'ont aucune option que de migrer vers les villes, c'est l'exode rural. Et quand ils arrivent à la ville, ils arrivent dans une ville qui est sans cœur, qui est dure. En fait, quand vous allez à Bombay ou dans des grandes métropoles, en fait, il n'y a aucune place pour les piétons, il n'y a pas de place pour les cyclistes, il n'y a pas de toilettes pour les pauvres, il y a des voitures partout, et vous êtes perdu dans cette grande ville. Et au bout de plusieurs années de combats âpres, pendant lesquels la personne collecte un petit peu d'argent en faisant un petit travail, un petit boulot, on lui dit, maintenant que tu as de l'argent, rentre chez toi. Et donc, on renvoie ces gens chez eux, et donc c'est un deuxième déplacement. Moi, je travaille avec des gens qui ont déjà été déplacés 4 fois. Déplacés parce qu'il y a eu un parc national qui avait été créé, puis parce qu'on avait ouvert une exploitation minière. Donc, voilà la lutte continuelle dans laquelle les gens se retrouvent à cause de ce modèle de développement. Un élément important qui préoccupe des gens comme moi, c'est la notion même de développement. De manière générale, les gens considèrent le développement comme un processus externe.
Or, ce n'est pas la façon de voir les choses du côté des pauvres. Pour eux, le développement doit également se faire par l'intérieur. On se développe de manière extérieure parce qu'on crée des routes, on construit des bâtiments, on bâtit des aérodromes. Mais la question que soulèvent les pauvres, c'est pourquoi les gens ne se développent-ils pas à l'intérieur? Pourquoi est-ce qu'ils n'essayent pas de s'épanouir? Est-ce que le développement humain ne fait-il pas partie du développement? Pour eux, ce n'est pas quelque chose d'extérieur. Le développement, c'est quelque chose qui est également intérieur. Ça doit également contribuer à devenir meilleur soi-même, être un meilleur être humain. C'est un comportement qui a suscité pas mal de violence. Je parle de ce modèle de développement, purement extérieur. Et même de la violence indirecte, le type de violence que l'on injecte dans la société au nom du développement, qui crée la misère, la pauvreté, la migration pour des millions de gens. Nous ne comprenons pas que nous sommes en train de créer le terreau de la violence. Nous injectons de la violence indirecte au travers de nos schémas de consommation, au travers de notre modèle de développement. Nous sommes sans doute en train de créer ce terreau de la violence directe. Et on essaye d'utiliser encore une violence plus importante pour réprimer cette violence. Finalement, la violence, ça n'engendre que la violence. Ce n'est pas une issue. Donc, ce qu'il faut, c'est revoir le modèle dans lequel nous vivons, et c'est ce que les gens nous demandent, les gens pauvres, de revoir le modèle pour ne pas créer autant de corruption, d'injustice, de marginalisation, de violence indirecte, parce qu'ils nous disent pour l'instant, vous créez de la violence, et après, vous utilisez tout votre argent pour condamner cette violence. Donc voilà une des choses que nous disent les gens et dont il faut tenir compte. Je voudrais conclure en disant que Gandhi a parlé de développement durable. En fait, Gandhi, à maintes reprises, a dit qu'il y avait suffisamment pour couvrir les besoins de chacun et qu'il n'y avait pas de raison d'être avide. En fait, un modèle de développement qui est basé sur l'avidité ne peut pas être un modèle de développement durable. Et donc, je suis ravi de voir que l'on parle aujourd'hui de transition, car c'est très important pour nous de penser à la transition, de mettre en place des réseaux de transition, de programmes de transition. Donc, un modèle de développement basé sur les besoins est nécessaire, c'est ce qu'a dit Gandhi. Il a également parlé de la production de masse et la production par les masses. En fait, il a dit que ce n'est pas important d'avoir la production de masse, mais plutôt d'avoir une production par les masses. Des millions de gens qui vivent de leurs terres, de la forêt, des ressources de l'eau. Pourquoi leur imposer un modèle de développement différent? Donc, la production de masse par rapport vis-à-vis de la production par les masses, c'est une idée qui avait été exposée par Gandhi. Dernière partie, à propos de la contradiction, qui veut que très souvent, ce que l'on voit, c'est que nous créons une forme de violence à travers le monde, et donc nous essayons de faire croire que, comme l'a dit Gandhi, il faut utiliser le talisman. La mise en œuvre du programme doit essayer d'impacter les plus pauvres. Pourquoi ne pas essayer d'utiliser un prisme de la non-violence pour examiner l'ensemble de nos propres projets? En fait, c'est possible, un peu comme le prisme du genre. Pourquoi ne pas utiliser le prisme de la non-violence et se demander, quand on introduit ce programme, quand on monte ce projet, est-ce qu'on ne va pas créer davantage de conflits, de tensions dans la société, ou bien est-ce qu'on va créer davantage de bonheur et une meilleure situation dans la société? Je pense que quand on n'utilise pas ce genre d'outils, eh bien, on continue de créer, de monter des programmes et des projets qui ne font que susciter davantage de misère, de violence et de conflits. Donc, ce que l'on peut faire du côté des pauvres pour rendre le développement durable, c'est de changer de prisme. Ce n'est pas le prisme du profit.
Parce que si on mesure tout à l'aune du prisme du profit, tout va bien. Mais je pense que c'est le prisme de la non-violence qui peut rendre les choses différentes. Et quand Olivier a dit que nous allions essayer d'organiser une marche mondiale en 2020, eh bien, il faut savoir que c'est parce que pas mal de gouvernements à travers le monde essayent de nous dire qu'ils ne peuvent rien faire. Face aux institutions mondiales, ils ne peuvent pas promouvoir un programme de développement qui soit bon et profitable pour les pauvres. Ils ne peuvent pas le faire parce qu'ils sont sous le joug de la Banque mondiale, du FMI et d'autres institutions mondiales comme l'OMC. En fait, si les nations mondiales ou internationales mettent tellement de pression sur le gouvernement, et si les gouvernements à leur tour mettent tellement de pression sur leur population, au point que les sections les plus pauvres de la population ne comprennent pas pourquoi les choses vont si mal, ces populations, elles peuvent quand même comprendre comment fonctionnent ces institutions mondiales. Elles peuvent quand même comprendre comment fonctionne ce mécanisme de pression en cascade. Et donc, l'idée de cette marche mondiale, c'est de mettre la pression sur les institutions mondiales. Et c'est là que nous devons unir nos mains. Dans l'intérêt des plus pauvres du monde, nous devons agir ensemble pour interpeller les institutions mondiales en disant est-ce que l'ensemble du modèle de développement doit être uniquement mu par la question du profit ou bien est-ce qu'il doit être mu par la question de l'éthique et de la justice? Parce que l'éthique et la justice est aussi importante que le profit. Donc il s'agit de réintroduire le discours de l'éthique et de la justice. Et c'est la raison pour laquelle nous allons organiser cette marche de Delhi jusqu'à Genève. Nous espérons qu'au moins une personne nous rejoindra dans chaque pays. Et donc, nous allons marcher de Delhi à Genève. Et c'est une marche qui va faire plus de 1400 km, durera 15 mois. Et peut-être qu'il y aura également une marche parallèle mondiale qui regroupera à peu près 1 million de personnes. Au bout de nombreuses années de travail avec les franges les plus pauvres de la population, il est temps de leur donner la parole pour qu'elles changent leur vie, mais qu'elles changent aussi nos vies en nous obligeant à nous comporter différemment et qu'elles nous aident aussi à organiser une action mondiale pour changer le schéma de comportement des institutions mondiales. Merci de votre attention.